On est ensemble en fait pour 1 heure pour parler d'un sujet qui est la création d'entreprise, monter sa boîte, comment on s'y prend. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? Parce que c'est un programme en fait, à la fois d'ailleurs dans la grande école, dans le BBA, et c'est également un master spécialisé à l'ESSEC, où on parle d'entrepreneuriat, de création d'entreprise. Et vous allez voir qu'on en parle de façon extrêmement concrète. Donc je vous donnerai des cas, on va prendre un cas réel d'un étudiant du Master Central ESSEC Entrepreneur d'il y a 2 ans, je crois, qui a monté une boîte. Il y en a un certain nombre comme lui. Voilà, peut-être en un mot quand même me présenter. Je m'appelle Jean-François Gallouin. Donc je suis prof à l'école centrale, chargé de cours à l'ESSEC. Et en fait, j'ai un background d'entrepreneur. Donc je ne suis pas un académique à proprement parler. J'ai été amené à créer en fait dans ma vie assez jeune. Je vois des âges, je devais être un petit peu plus vieux que vous. Une première société qui était un éditeur de logiciels, qui s'appelait NetSystem, voilà, qui s'est bien développée. Quelques années après, on était un peu plus de 200 personnes. On a déplacé la société aux États-Unis. On l'a fait financer par des investisseurs américains. Et on l'a vendue à des Canadiens. Et puis j'ai créé une deuxième société, Metaphora, une boîte de conseil. Bonjour. Et pareil, développé comme une PME, une 50aine de personnes quelques années après. Et au bout de 10 ans, je l'ai vendue à un groupe européen qui s'appelle Business et Décision. Donc il y a une certaine pratique, on va dire, de la chose. Et puis après, j'ai fait du financement, donc dans un fonds qui s'appelle Idinvest, où j'étais un des partenaires du fonds. Et là, on a financé pas mal d'entreprises. Alors certaines, vous les connaissez, je suppose, assez bien. Mythic, par exemple, je pense que vous connaissez. Viadeo, je pense que vous connaissez aussi. Dailymotion, j'imagine que vous connaissez. Deezer. Ce sont des sociétés qu'on a financées chez Idinvest. Et puis des sociétés peut-être que vous connaissez moins bien. Criteo, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, donc des boîtes qui sont des boîtes technologiques et qui se sont développées et qui ont eu plutôt pas mal de succès. Voilà. Et depuis maintenant 5 ans, je dirige une agence de l'innovation de la ville de Paris qui s'appelle Paris & Co, une petite agence d'une 50aine de personnes, où également on continue à travailler sur cette question de la création d'entreprises. On anime un très gros incubateur d'entreprises à Paris, où on a à un instant dans nos murs 200 boîtes, 200 startups, sur plein de sujets différents. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des green technologies. Voilà. Donc, je suis dans on va dire, cet environnement de la création d'entreprise depuis quelques temps maintenant, et avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Et d'où ma présence en fait à Centrale et à l'ESSEC pour transmettre une passion, à vrai dire, hein, et puis un certain nombre de bonnes pratiques, on va dire, de choses à faire ou à pas faire. Ce n'est pas une science exacte, la création d'entreprise. Hein. Donc, on fait toujours des bêtises. Il faut se décontracter par rapport à ça. Et on n'est jamais sûr de faire le bon choix. Il faut se décontracter aussi par rapport à ça. Mais finalement, quand même, ça fonctionne quand on s'y prend bien, plutôt mieux que quand on accumule les bêtises. D'où l'importance d'aller suivre des enseignements sur ce que c'est que lancer une boîte. Alors, on va parler de ce sujet. Le sujet est un peu vaste, à vrai dire, parce qu'il faudrait préciser de quelle boîte on parle. On ne lancera pas forcément une entreprise de la même façon si c'est une franchise d'un groupe, si c'est une start-up technologique, si c'est une TPE ou une PME sur des métiers traditionnels, ou si c'est une entreprise technologique ou une entreprise en tout cas innovante. Bonjour. Et donc la première chose à mon avis, et là je vais du coup faire un choix, c'est de savoir de quelle boîte on parle. Moi je vais vous parler de lancer une start-up. Et du coup on va se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une start-up. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une start-up? Qui se lance? Qui a envie de donner une définition d'une start-up? Oui. Un projet d'entreprise, enfin, c'est de
Alors, une entreprise qui a un fort potentiel de croissance, est-ce que ça vous suffit, les uns les autres? Ah, il y en a qui ont de bonnes connaissances. En fait, la bonne définition, c'est ça. Souvent, c'est vrai, les startups sont des entreprises qui ont un potentiel de croissance fort, mais ce qui définit surtout la startup, c'est que c'est une structure qui est à la recherche d'un business model. Alors du coup, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un business model? Et ça va être un peu l'objet de cette petite présentation, alors qui n'a pas beaucoup d'ambition, hein, simplement de lancer le sujet. On ne fera pas le tour de la question en 1 heure, je vous rassure, mais on va se poser voilà, quelques questions quand même. Et peut-être sortir du fantasme de la création d'entreprise, parce que ça peut se vivre comme un fantasme aussi. Hein. Je vais créer ma boîte, ça fait très bien d'en parler. Mais qu'est-ce qui se cache derrière en réalité? Est-ce que c'est facile, pas facile? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est cher, pas cher? Est-ce que c'est risqué, pas risqué? Qu'est-ce qui est important là-dedans? Alors, définition, oui, c'est ça, c'est une start-up. C'est une entreprise qui cherche un business model. Et donc, c'est un état transitoire. C'est-à-dire qu'on est une start-up, mais en principe, c'est soit on meurt quelques années après, 1 ou 2 ans après, soit on n'est plus une start-up, on est justement devenu une entreprise qui a trouvé un business model et qui va essayer d'industrialiser son business model. C'est un peu comme un bébé. Hein. Donc une entreprise, une start-up, ce n'est pas une entreprise en modèle réduit. C'est comme un bébé. Un bébé, ce n'est pas un humain en plus petit. Ça ne fonctionne pas pareil. Un bébé, hein, vous avez tous vu ce que c'est qu'un bébé. Ça ne mange pas pareil, ça ne communique pas pareil. Ça a vocation quand même à devenir un homme ou une femme. Mais une start-up, c'est pareil. Ça ne fonctionne pas du tout comme une entreprise. Donc on ne peut pas se dire, je prends une boîte, je fais plus petit et c'est ça une start-up. Non, ça ne marche pas pareil. Et ça a vocation à ne pas rester ce que c'est. On va prendre un exemple pour que ça c'est clair avec ce garçon, Jérôme, de Vouges, qui est venu en septembre 2012 dans le Master Central ESSEC Entrepreneur et qui, lui, avait cette idée-là. Il nous disait, voilà, moi, je vais monter une boîte, je vais monter ma boîte et dans quelques années, je ferai pas mal de chiffre d'affaires, 3 millions, hein, c'est ce qu'il annonçait, en vendant à des particuliers des kits pour faire pousser des champignons chez soi. Sympa, Jérôme. Tu as le droit de le croire. Est-ce que d'ailleurs, s'il avait besoin d'argent à ce stade, au moment où il arrive, vous vous saignez un peu et vous lui mettez 10 000 € sur la table contre quelques actions de sa boîte? Qui finance? Qui met 10 000? Je ne vois pas beaucoup d'enthousiasme. Hein. Franchement, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas 10 000? Parce qu'on y... Oui? Alors ça peut être parce qu'on ne se sent pas nous-mêmes acheteurs du produit. Donc en gros, on n'y croit pas. On ne croit pas qu'il va y arriver. C'est un peu ça. Parce que si on pensait qu'il allait y arriver, ça pourrait être une super opportunité, si on a un peu d'argent à placer, de mettre 5 000 € en échange de quelques actions de son entreprise, parce que si ça se trouve, son truc, c'est le prochain Google. Parce que 3 millions dans quelques années, dans 3 ans, ça veut dire qu'il y a peut-être un potentiel très fort derrière. Mais en fait, oui, on a du mal à y croire. Clairement, alors en plus, Jérôme, c'est un élève de Sciences Po. Hein. Donc des champignons, il en a vu dans son assiette, mais pas tellement autrement. Donc, et on se pose quoi comme type de question? De quoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de croire? Alors là, il y avait déjà une remarque, c'est « moi, j'en achèterai pas ». Donc on se pose la question du marché. Qui a un réel besoin. Un besoin. On se pose de nouveau la question du marché, absolument. Mais encore, quand il nous dit ça, ça vous évoque quoi? Oui. On
Pardon? Ah oui, ça fait beaucoup de champignons. Ben oui, oui, c'est vrai. Bonne remarque. Parce qu'on peut lui poser la question, mais tu vas le vendre combien ton kit? 10 €, 20 €? Alors si c'est 10 €, ça veut dire qu'il faut faire 300 000 kits. 300 000 kits, mais un kit c'est quoi? C'est quoi un kit pour faire pousser des champignons chez soi? Ça se présente comment? Donc là, on se pose la question du produit. Et à travers votre question, d'ailleurs, c'est une autre question, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire que peut-être que tu sauras faire 1 ou 2 kits, mais est-ce que tu sauras en faire 300 000 si tu les vends 10 €? Ce n'est pas la même question, hein. Comment tu vas t'y prendre? Et alors lui, en plus, il avait l'idée que quand il creusait un peu, quand on lui posait la question, mais alors précisément, c'est quoi ton affaire? Il lui disait, mais moi, je vais vendre ça, je pense à des gens qui ont une sensibilité un peu écologique, parce que je vais faire pousser mes champignons dans mon kit sur du marc de café. Et le marc de café, c'est un déchet qui est très difficile à recycler, donc il y a des circuits particuliers pour récupérer le marc de café. Et il pensait que donc il pourrait récupérer ce marc de café et donner une deuxième vie à ce marc de café en faisant pousser des champignons. Et du coup, que ça ferait partie de la proposition de valeur à ses clients. Hein, ah, c'est super, j'utilise un produit qui est en fait un déchet, je fais pousser des champignons, voilà, c'est génial. Je vais en vendre, pas comme des petits pains, mais comme des petits kits. Voilà, donc il avait cette idée-là. Et alors, marc de café, bah, c'est sympa, mais un kit, c'est donc du marc de café. Quelle quantité? À peu près 1 kg, 300 000 kilos. Donc mais alors tu les trouves où, 300 tonnes de café? Donc on se pose des questions effectivement sur le produit. C'est quoi ton produit? Est-ce que tu sais le fabriquer? Sur le marché, les besoins, est-ce que je l'achèterai? Sur l'industrialisation. On se pose encore 2 autres natures de questions. Oui. Les stocks, le moyen d'expédier aussi le produit. Donc, de nouveau, sur le produit ou l'industrialisation, comment tu vas faire, effectivement. On reste dans les natures produit ou industrialisation. Sur la communication aussi, parce qu'au niveau des champignons, c'est pas habituel. Sur sa communication, comment il va atteindre le marché, comment il va toucher ses clients. Oui. Combien il faut balancer? Combien ça coûte? Et donc, en gros, là, c'est la question du modèle économique. C'est comment tu vas le financer. Ça coûte combien de monter une boîte comme ça? Ça coûte combien et à quel moment de monter une boîte comme ça? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce qu'il faut mettre 10 000 €, 100 000 €? Tous les projets ont un coût d'entrée. Il y a des projets qui sont plus ou moins chers que d'autres. On parle d'intensité capitalistique. Donc, il y a des projets qui sont plus ou moins chers, plus ou moins accessibles. Et au-delà de ça, si on tire ce fil d'ailleurs de l'économie, c'est est-ce que c'est rentable de faire ça? Est-ce que la perception de la valeur, quand tes clients vont t'acheter ton produit, elle est compatible avec ce que ça coûte de le faire, et puis de le transporter, et puis de le commercialiser, etc. Est-ce que c'est vraiment équilibré à un moment, cette histoire? Donc on voit bien que derrière le rêve, l'intention, très sympa, très noble, en fait, il y a plein de questions de mise en œuvre. C'est quoi, enfin, après le quoi, c'est le comment. C'est comment tu vas faire. Il y a encore une autre question qu'on se pose. C'est quoi? Une autre nature de question. C'est sur l'équipe elle-même. C'est est-ce que, même si ce projet est une bonne idée, est-ce que ce garçon, il est capable de porter ce projet? Parce que si ça se trouve, l'idée elle est très bonne, mais lui, il ne saura pas la mettre en œuvre. Parce qu'il n'est peut-être pas suffisamment bon gestionnaire ou bon, on va dire, technicien ou tout simplement même bon manager. Il ne saura peut-être pas faire, mettre en œuvre cette boîte. Donc on voit bien qu'il y a une idée au départ dans la création d'entreprise, monter sa boîte, lancer sa boîte. Et après, c'est comment on va s'y prendre pour que, effectivement, cette espèce de hypothèse ou ensemble d'hypothèses que lui fait, il fait l'hypothèse qu'il saura faire une boîte, un kit, il fait l'hypothèse qu'il y aura des clients, il fait l'hypothèse qu'il saura faire et il fait l'hypothèse que ce sera rentable. Au départ, ce ne sont que des hypothèses.
Jérôme, il croit que ça va marcher. Mais franchement, quand on lui demande pourquoi tu y crois, il est complètement sec. Et le parcours, du coup, première étape, c'est ça. C'est se dire, mais ok, j'ai dit que j'allais faire un kit, mais précisément, c'est quoi un kit pour faire pousser des champignons chez soi? Et encore une fois, ce garçon, il n'a jamais fait pousser de champignons de sa vie. Il imagine que c'est facile. On croit toujours que c'est facile, les trucs, hein, tant qu'on n'a pas essayé. Bon, et alors il essaye de faire pousser des champignons sur une mare de café. Il met des semences, des spores. Il s'aperçoit qu'en fait, il pousse bien d'autres choses que des champignons. Donc en fait, il se dit, mais en fait, c'est peut-être pas si facile que ça. Et ça lui prend quelques semaines. Hein. Il démarre septembre 2012 et il commence, comme ça, à faire des essais, à faire des erreurs. Et puis à un moment, il se dit quand même, il faudrait que j'aille voir des gens qui savent. Donc il rencontre des gens à l'INRA, Institut national de la recherche en agronomie, à Bordeaux. Il va les voir. Il leur dit, ben voilà, moi je voudrais faire ça, mais franchement, ça n'a pas l'air si évident que ce que je pensais au départ. Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils? Et au début, il fait ça sur des assiettes à soupe. Hein. Il met du marc de café, il essaye des trucs. Il sort des jolies couleurs, mais pas nécessairement les champignons qu'il imaginait. Et puis petit à petit, il comprend un certain nombre de choses. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, assez régulièrement, il commence à, quand il prend du marc de café, qu'il fait certaines choses, il y a plutôt des champignons qui poussent. Entre-temps, d'ailleurs, on lui a expliqué que ça serait pas mal de faire ça avec des pleurotes, pour tout un tas de raisons. Et puis du coup, il commence à imaginer son kit. Alors il se dit, pour que ce soit pratique, ça va être une espèce de boîte en carton avec un film plastique à l'intérieur. Et puis quand le film plastique sera totalement scellé, il ne se passera rien, pas de développement des champignons. Et puis quand le consommateur recevra ça chez lui, il tirera une petite languette, il pourra commencer à asperger avec de la vapeur d'eau. Et au bout de 2 semaines, il y aura des champignons, des pleurotes, quelques centaines de grammes de pleurotes qui vont pousser. Et donc ça lui prend un certain temps pour tout simplement mettre au point son produit. Et au bout de quelques mois, il est capable de revenir vers nous en nous disant, voilà, je vais vendre des champignons, des kits pour faire pousser des champignons chez soi. Et on commence à le croire un tout petit peu plus parce qu'il est capable de nous montrer les premiers kits. Alors, qui ne sont pas très jolis encore, mais, ah oui, tiens, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura un marché, les besoins, etc. Je ne sais pas s'il sera industrialisé. Je ne sais pas s'il y a un modèle économique, mais en tout cas, il commence à y avoir un produit. Et on commence du coup à basculer un peu dans Jérôme, c'est peut-être pas si idiot que ça son idée. Bon. Mais en effet, il se pose cette question-là aussi. Comment je vais accéder à mes clients? Alors au départ, il nous dit, moi je vais avoir des enseignes spécialisées, je vais aller les voir, puis ce sera super, ils vont trouver ça génial. Forcément, c'est mon idée, donc elle est géniale. Et ils vont tout de suite me dire, ah ben ouais, c'est super, monsieur Devouge, allez, donnez-nous des kits, on va les vendre. Bon, donc il y va et il se rend compte que son idée, oui, il pense qu'elle est géniale, mais il y a peu de gens autour de lui qui pensent qu'elle est géniale. Donc il a surtout des refus. Bah non, votre truc, d'abord, vous en vendez déjà, non, bon. C'est peut-être risqué parce que si je me mets moi à vendre ce produit-là et que ça empoisonne mes clients, peut-être pas terrible. Bon, mais finalement, donc il y a un certain nombre qui lui disent non. Il y en a un qui lui dit, oui, quand vous êtes prêt, peut-être, on prendra bien à l'essai sur un magasin quelques kits pour voir comment le marché réagit. Et puis par ailleurs, il travaille sur un site internet parce qu'il pense que c'est par internet aussi qu'il va pouvoir vendre son fameux kit. Là aussi, s'il revient nous voir après cette phase, qui lui prend plusieurs semaines, sur lequel, évidemment, dans cette phase-là, il a pas mal de refus, pas mal d'échecs, il revient quand même en nous disant « j'ai une enseigne qui, a priori, est prête à me suivre ». Donc, de nouveau, on commence là à basculer un peu plus. Là, il a un produit. Ah, il y a une enseigne qui connaît bien les consommateurs, qui apparemment a l'air de s'intéresser à son truc. Donc là, on commence à avoir des éléments qui sont un peu rassurants. Mais vous imaginez déjà le parcours, hein, entre l'idée qui est facile à avoir et les semaines qu'il a passées à mettre au point son produit et aller se promener pour essayer de vendre son histoire. Sur les clients,
Ben, il se pose la question, est-ce que mes clients, c'est des papis-mamies qui adorent le jardinage? Est-ce que c'est des trentenaires bobos écolos? Est-ce que c'est des familles avec des enfants et on fera comme ça pousser à la maison, dans la cuisine, des champignons, ce sera super sympa. Les gamins vont voir ce qui se passe, la nature, tout ça. Il fait des enquêtes, il fait des panels, il interroge des gens. Et avec ces enquêtes, il nous dit, voilà, j'ai interrogé tant de personnes, ils ont l'air d'être intéressés par mon produit, j'ai interrogé tant de personnes de cette catégorie, je leur ai présenté des choses, ils ont fait des, voilà, des commentaires, et j'ai plutôt, statistiquement, des bons retours. Bon, et là de nouveau, vous voyez bien que notre appréciation du projet, s'il revenait vous voir en vous disant « je vais faire pousser des kits », je vais fabriquer des kits pour faire pousser des champignons. Voilà le kit. Voilà mes enquêtes utilisateurs. Voilà une première enseigne qui est prête à me référencer. Et si à ce moment-là, on vous pose la question, est-ce que vous mettez 5000 ? Déjà, normalement, vous vous dites, ah, mais finalement, c'est peut-être pas si idiot ce qu'il nous raconte notre ami Jérôme. On est là en septembre 2013. 1 an, ça lui a pris pour faire ce parcours. Full time, pratiquement. Et en gros, dans le master Central ESSEC Entrepreneur, il y a 6 jours de formation par mois. Le reste du temps, on bosse sur son projet. Donc, c'est du full time pour faire ça. Ça paraît étonnant, hein? C'est du boulot. Énormément de boulot. Et parfois, quelques frustrations quand vous avez des enseignes qui vous disent non. Oui. Par la recherche du marché. C'est en parallèle. Très bonne question. Il fait les choses plus ou moins en parallèle, mais c'est compliqué de demander un avis à des futurs consommateurs tant qu'on ne leur montre pas quelque chose. On peut les exposer à une idée, à un concept, mais du coup, les retours qu'on va avoir, c'est une première information, mais c'est moins pertinent que si on les fait réagir par rapport à quelque chose de précis. Mais ils parallélisent tout ça, hein, évidemment. En même temps, ils parallélisent sur le côté réglementaire. Est-ce qu'on a le droit, quand on est une entreprise, et sous quelles conditions, de mettre sur le marché un produit qui est un produit que les gens vont à un moment quand même ingérer? Quel risque j'encours si à un moment mon produit en fait ne fonctionne pas bien et il pousse autre chose que des pleurotes sur le truc et que j'empoisonne quelqu'un? Il y a tout le côté réglementaire, on ne rentre pas dans les détails, mais sur lesquels ils travaillent également en parallèle. Quelles sont les règles sanitaires que je dois utiliser, mettre en œuvre dans ma production future, etc. etc. On arrive en septembre 2013, et là, c'est un premier grand rendez-vous pour lui parce que ça y est, son site est live. Donc, les clients, en principe, doivent acheter. Et ils achètent. Donc là, super, parce qu'au mois de septembre, il enregistre ses premières ventes. Et les gens qui achètent. Bon, alors vous imaginez, pour un entrepreneur, ça fait 1 an déjà qu'il bosse sur le truc, avec des hauts et des bas, et là, ça y est, c'est ses premières ventes, champagne. Même si c'est 15 ou 20 euros hein, par boîte. Hein. Donc ça fait, il ne fait pas fortune encore là. Hein. Et puis ces boîtes, elles lui coûtent quelque chose à fabriquer. Mais quand même, là, on a un premier retour client qui est extrêmement encourageant. Et de nouveau, si on se met dans la configuration à fin septembre 2013 d'un Jérôme Devouge qui vient vous voir en vous disant la même histoire qu'1 an avant, mais en plus, j'ai un kit, je fais des ventes, j'ai un réseau, une enseigne qui, etc. À la question, vous voyez bien, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas? Ben, vous êtes un peu obligé d'y croire. Alors, vous pouvez encore vous poser la question, mais est-ce que ce sera rentable un jour? Parce qu'il ne l'est pas à ce moment-là. Donc, vous avez le droit encore d'avoir des doutes sur la pérennité de son truc, la viabilité de son truc. Mais n'empêche qu'il y a un certain nombre de choses, d'étapes qui sont clairement franchies. Simplement, le truc amusant, c'est que en octobre-novembre, en analysant les ventes, il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas ces gens-là qui lui achètent.
est-ce que vous avez d'ailleurs une intuition de qu'est-ce que ça peut être, l'achat de ce genre de choses? Ou pas? Lui, il a complètement découvert ce jour-là. Les enfants qui ont un caractère un peu ludique. Les enfants pour un caractère un peu ludique, qui achèteraient? Non, ce n'est pas ses clients. Pardon? Des écoles, ah oui, ça aurait pu être ça. Des laboratoires, ça aurait pu être ça, c'est pas ça. Des producteurs, c'est pas ça non plus. Des drogués. Oui, non, c'est des champignons parfaitement licites. Des étudiants, des restaurateurs. En fait, c'est marrant, il découvre que c'est un achat cadeau. Que les gens qui lui achètent ça, à 55 ou 60%, en fait, c'est des gens qui ont trouvé l'idée sympa et qui veulent faire un cadeau, ils vont dîner chez des amis, plutôt que d'amener l'éternel bouquet de fleurs ou la boîte de chocolat. Eh bien, tiens, je vous ai amené un truc marrant, c'est un kit pour faire pousser des champignons. Si vous utilisez bien correctement le truc, vous verrez, dans 15 jours, vous allez manger des pleurotes. Alors, on en sourit, mais c'est quand même très riche d'enseignements, ça. Parce qu'on voit bien que les enquêtes utilisateurs, les fameuses analyses, les panels, etc., bah, ça a une puissance toute relative. Parce que oui, ces gens-là lui disaient que c'était probablement une bonne idée, mais en fait, il n'interrogeait pas forcément les bonnes personnes. La preuve. Et puis, tant que ça reste conceptuel, alors on parlait de quand est-ce qu'on commence à faire des enquêtes, mais même quand on a le produit, ça reste un peu conceptuel. Est-ce que j'en achèterais? Oui, peut-être. Dans quel contexte? Voilà. Là, il se rend compte de ça. Et du coup, ça a quand même des conséquences pour lui en termes d'entreprise. C'est que sa façon de présenter le produit, ce qu'on appelle la proposition de valeur, bah, elle n'est plus tout à fait la même. Ce n'est pas nécessairement vous allez, puisque vous êtes sensible à l'écologie, acheter un produit qui est bio et puis recycler du marc de café. Parce que ça, manifestement, dans l'achat cadeau, les gens s'en fichent un peu. Donc il se rend bien compte que sa proposition de valeur, il faut qu'il la change un peu. Et d'ailleurs, dans ses canaux de communication, pareil. Il ne va pas s'adresser à ses clients qu'il imaginait être ses clients de la même façon qu'il va s'adresser à ceux qui veulent faire un cadeau le soir en arrivant. Bon, donc il modifie un peu ce qu'on appelle son business model, on va revenir dessus. Il fait ce qu'on appelle un pivot. Il bouge un peu son truc. Et puis il se dit, mais quand même, bonne nouvelle, parce qu'on est au mois de novembre, super, après novembre, normalement c'est décembre, et décembre c'est Noël. Et donc, achat cadeau, super, je vais en vendre comme des petits pains, comme des petits kits. Et c'est ce qui se passe. Il voit le nombre de ventes qui arrivent sur son site qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Alors, avec sa petite unité de production, ils sont 10 à ce moment-là. Il a embauché des gens, on reviendra sur le financement. Et bien, ça y est, il se met à produire. Il a d'ailleurs une unité tout près d'ici. Enfin, il avait, vous allez voir, une unité tout près d'ici. Mais il se met à produire, à produire, à produire. Et puis comme il a bien fait les choses, il fait des contrôles qualité, très régulièrement, sur les différents lots qu'il produit. Et puis manque de peau, on est en plein décembre, le rush de la demande, il fait des prélèvements, contrôle qualité, et il s'aperçoit qu'en fait, la qualité n'est pas là, et que dans les kits qu'il produit, il ne pousse pas que des pleurotes. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il appelle ses consommateurs. Il dit, je ne peux pas vous livrer. Le mec avait payé. Il appelle sa chaîne, enfin son enseigne de distribution. Il dit, s'il vous plaît, vous retirez tous les lots parce que c'est la cata. Il rencontre, il convoque la moitié des personnes qu'il avait embauchées et leur dit, bah, je ne peux pas vous garder. Il licencie 5 personnes. Et là, il a le gros coup de mou, vous imaginez, en décembre, de se dire, bon sang, c'est quand même ballot, j'ai un concept qui est sympa, j'arrive à faire le produit, mais en fait, ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est ça. C'est passer à l'échelle. Parce que ce n'est pas du tout la même chose que de produire en petite série et de produire en grande série. Ce n'est pas les mêmes contraintes.
Et puis surtout, lui, il a un problème, hein, c'est le problème de la trésorerie, on reviendra dessus. Hein, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous démarrez avec un petit magot, on va dire. Alors le magot, il peut être, c'est pas forcément un magot, hein, c'est quelques milliers d'euros ou 5 000, 10 000 euros, sauf que chaque fois que vous faites quelque chose, c'est comme un sablier, hein, ça coule. On dit dans le monde de l'entrepreneuriat, hein, pense à ta trésorerie plus souvent qu'à ta mère. Désolé pour les mamans qui sont là. Mais c'est le nerf de la guerre. Plus d'argent, plus d'entreprise. Et plus d'argent, plus de projets d'entreprise. Et là, il est vraiment à proximité du mur. Il se dit, bon, il me reste un peu de temps, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il essaye de comprendre pourquoi il n'a pas su industrialiser. Il fait des trucs, il fait des tests, il redemande des gens de l'INRA. Personne ne comprend vraiment. Il se dit, bon, ben, c'est râpé. Mais quand même, en réfléchissant, il voit bien que donc, le côté écologiste n'a plus de raison d'être. Il se dit, mais est-ce qu'on pourrait faire pousser des champignons sur autre chose que du marc de café? Ah ben oui, sur de bois stérilisé, pas stérilisé. Il essaye d'autres choses, donc, sur d'autres supports qui sont plus, entre guillemets, classiques, mieux maîtrisés, mieux connus. Ça a l'air de mieux marcher. Et puis, il rencontre, dans l'Europe du Nord, un producteur qui sait fabriquer des kits et qui sait industrialiser certains processus. Il fait des essais, et là on est donc début 2014. Hein. Il fonctionne du coup sous les radars à ce moment-là, puisqu'il ne sait pas comment ça va se terminer son histoire. Et il trouve cette solution, et il se relance en fait au Salon des industries agroalimentaires l'année dernière, donc octobre ou novembre. Et de nouveau, son truc fait un tabac. Un tabac, alors médiatiquement, si vous tapez prêt à pousser, vous verrez le nom de son entreprise. Ben, vous regarderez sur la presse, il a été dans tous les journaux de 20 h, de TF1, de France 2, de France 3, de M6, de machin, etc. Il a été lauréat, premier prix l'innovation du CIAL, donc évidemment très forte visibilité. Tout le monde a trouvé son truc génial. Et il est reparti sur la saison, donc fin 2014, sur des super ventes. Alors, il y a encore plein de questions. Parce qu'on est en février 2015, il y a encore plein de questions pour lui. C'est est-ce qu'il sera... Alors maintenant, ça y est, il a trouvé, il a fait un autre pivot. Il a changé sa proposition de valeur, puisqu'il n'est plus question de faire du marc de café, mais de la sciure de bois stérilisée. Il ne le fait plus en interne, il outsource la production. D'accord ? Donc il a changé, encore une fois, son fusil d'épaule. Alors pas énormément, mais quand même significativement. La question reste de... Est-ce que ce sera rentable à un moment? Donc, est-ce que je vais trouver à un moment, en fonction des volumes, un équilibre économique? Bon, mais il est quand même de nouveau là avec le sourire, si vous le rencontrez, avec son associé Romain, qui est également un élève du master, enfin ex-élève du master, hein, ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont sortis. Mais ils ont de nouveau le sourire sur cette histoire-là, qui n'est pas finie. Et vous voyez qu'on est à plus de 2 ans. Donc la création d'entreprise, c'est, encore une fois, pas une science exacte, donc on ne peut pas faire de généralité, mais c'est quand même très souvent une longue histoire. Ce n'est pas « je me lance et je suis riche dans 3 mois ». Il y a quelques miracles, on va dire. Donc ça peut arriver. Mais très, très, très majoritairement, c'est « je me lance et je vais… » tirer une galère, d'abord tout seul avec mes 10 bras musclés, pendant 1 an, pendant 2 ans. Donc ça, il faut le savoir. Entrepreneur, s'il n'est pas dans sa tête disposé à travailler comme un galérien pendant quelques mois, quelques trimestres, quelques semestres, il vaut mieux pas qu'il se lance. Parce que ça va être un peu déceptif. Et donc, notre ami Jérôme, ben, on lui souhaite tout le bonheur, hein, évidemment, du monde. Il a fait exactement ça. Ça, c'est un business model, c'est une formalisation d'un business model. On appelle ça le business model Canva. Et en gros, ça représente le fonctionnement d'une entreprise. Ça, c'est la proposition de valeur. Je vais vendre à des particuliers des kits pour faire pousser des champignons chez soi. À qui est-ce que tu vends ça? Ben, c'est les segments. En l'occurrence, là, des gens qui veulent faire un cadeau à des amis. Comment je vends ça? Le go-to-market. Ben, sur Internet et puis à travers des chaînes spécialisées. Quel type de relation j'établis avec mes clients? De quelles ressources j'ai besoin
pour produire cette valeur et vendre, quelles sont les activités de mon entreprise, qui sont mes partenaires, l'INRA, mes distributeurs, etc. Combien ça me coûte de faire tout ça, combien ça me rapporte et quel est mon modèle de revenu. Et en fait, l'entrepreneur, il passe son temps à faire ça tant qu'il est une start-up. La start-up, c'est une structure qui cherche son business model. Au départ, Jérôme, il pense qu'il va vendre à des bobos écolos un produit qui est un produit avec des valeurs justement écologistes, recyclage de marc de café, blablabla. Et il se rend compte que finalement, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas exactement ces segments, ce n'est pas cette proposition de valeur. Au départ, il pense qu'il doit produire dans ses activités, ses ressources sur du marc de café en interne. Finalement, il se dit, ben non, je vais produire, mais sur de la sueur de bois. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais le faire, je vais l'outsourcer. Donc la start-up, elle est, pendant tout le temps qu'elle est une start-up, en train de chercher et d'ajuster, quand elle y arrive, et quand elle a l'argent pour le faire, et le temps pour le faire, elle va chercher son business model. On peut le représenter aussi comme ça, je reviendrai sur ça. Au début, je ne sais pas si je saurais fabriquer le produit, je ne sais pas si j'aurai mes fameux premiers clients qu'on appelle les early adopters, je ne sais pas s'il y a un marché de masse, je ne sais pas si je saurais industrialiser, je ne sais pas si je saurais faire. Et c'est pour ça que quand Jérôme Devouche se présente à vous la première fois, en fait, vous ne mettez pas un centime sur sa tête, parce qu'en fait, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Lui, il le croit. C'est une croyance. Il croit. Voilà. C'est au niveau des intestins, là, hein, le gut feeling. Il imagine que, il aimerait bien que. Franchement, on a envie de lui dire oui, tu as raison. Mais est-ce qu'on mettrait de l'argent? Et puis petit à petit, le projet il va se dérisquer. Parce que oui, il aura fait ses premiers produits. Oui, il aura fait ses premières ventes. Oui, il va être capable de vendre de manière un peu plus industrielle. Et oui, ça y est, il aura effectivement un business qui sera en train de tourner de fabrication de kits et de vente de kits. Et quand on regarde ce schéma-là, on voit bien que là, dans cette phase-là, on est une start-up. Dans cette phase-là, on est une entreprise qui est en train de se développer. État transitoire, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, si je crée une boulangerie demain à Cergy, je ne serai pas une start-up. Je serai une entreprise jeune, je serai une entreprise en création. Je ne serai pas une start-up parce que le business model de la boulangerie, on le connaît par cœur. Si je suis une boulangerie, parce que moi je suis un peu joueur, je me dis tiens, je vais monter une boulangerie, mais j'ai une super idée. En fait, je vais intégrer la chaîne de la valeur verticalement. C'est-à-dire que je vais m'acheter des champs dans la Beauce, je vais sélectionner des semences de blé, je vais les semer, je vais les moissonner, je vais faire ma farine, et avec ma farine, je ferai mon pain. Et ce sera super parce que du coup, quand j'irai vendre mon pain dans ma boulangerie, je pourrai dire à mes clients, ma baguette de pain, je vous la vends 50% plus cher parce que c'est des farines spéciales que je connais, je sais comment ça a été traité, j'ai intégré le truc. Et bien, si je me lance dans cette aventure-là, je serai une start-up. Parce que franchement, est-ce que mon histoire d'intégrer la chaîne verticalement dans une boulangerie, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Personne n'en sait rien. Moi, je peux le croire si je suis l'entrepreneur, mais vous avez parfaitement le droit de me dire, bah, écoute Jean-François, ça va te coûter beaucoup trop cher, tu ne te rends pas compte. Forcément, quand on fait de la farine, il y a des effets d'échelle, donc ta farine, elle va te revenir à un prix prohibitif. Et puis tes clients, tu es gentil, mais toi tu crois que tu vas pouvoir vendre ta baguette 50% plus cher, mais non, ça tu rêves. Vous avez le droit de me le dire. Personne n'a raison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide d'essayer, quelqu'un qui prenne le risque de se planter, parce qu'en effet, si ça se trouve, on va se rendre compte que ça ne marche pas mon truc, que c'est trop cher ou que les clients s'en fichent complètement, qu'il n'y a pas de marché, voilà, ou que je ne saurais pas industrialiser. Donc vous voyez bien cette différence entre start-up, pas start-up, une entreprise en création, une jeune entreprise. Si c'est une entreprise qui a un business model connu,
Ce n'est pas une start-up, même si elle est technologique. Si je crée une société de services en informatique, une société de conseil en informatique, que je fais la même chose que les déjà 1000 sociétés de services en informatique qui existent ou sociétés de conseil, ça a beau être de la techno, je ne suis pas une start-up. Parce que mon business model, tout le monde le connaît. Voilà. Ce qui peut être d'ailleurs, dans certains cas, rassurant. Alors, je reviens juste, excusez-moi, en arrière, sur quand même quelque chose qui est important, parce que c'est quand même au cœur de ces étapes en fait, de création. C'est au départ, l'entrepreneur, il fonctionne avec une croyance. Ça, c'est un truc qu'il faut que les entrepreneurs gardent en mémoire tout le temps. Et c'est compliqué parce que quand vous avez une idée, ce qui se passe, c'est que vous croyez en cette idée et il y a des tas de gens autour de vous, majoritairement, qui vous diront « mais pourquoi tu fais ça ?» Les parents qui vont vous dire « mais attends, je t'ai payé des études à l'ESSEC, tu ne veux pas aller bosser chez L'Oréal ou chez Michelin comme tout le monde? Pourquoi tu vas te lancer dans une entreprise ?» Et au début, vous n'avez pas beaucoup d'arguments vis-à-vis de vos parents pour dire « mais si, ça va marcher mon truc ». Parce que vous êtes exactement comme Jérôme. Je vais lancer une super appli mobile sur iPhone qui va faire je ne sais pas quoi. Ouais. Mais ça va marcher. Donc vous allez avoir plein de gens autour de vous qui vont plutôt vous pousser à ne pas y aller. Donc il faut, en tant qu'entrepreneur, à la fois, si vous voulez lancer votre truc, que vous ayez l'énergie, l'envie suffisamment ancrée, chevillée au corps pour avancer au départ, malgré plutôt des retours qui sont négatifs. Je vous rappelle, hein, quand on posait la question tout à l'heure sur Jérôme, dans la salle, qui met 5 000 €? Personne. Hein. Donc en gros, vous démarrez, personne ne croit en votre truc. Donc il faut à la fois avoir cette énergie et en même temps, quand même, en tant qu'entrepreneur, se dire, bon, de temps en temps, je fais un petit bilan de là où j'en suis et est-ce que ma croyance, elle s'étaye sur des faits ou pas? Parce que si vous restez 1 mois, 2 mois, 3 mois à vivre sur un projet de création d'entreprise sans que vous n'ayez aucun retour tangible, positif sur votre projet, il faut commencer à vous poser des questions sérieuses. Et au bout de 4 mois, il faut commencer à vous poser la question de est-ce que je ne devrais pas m'arrêter? Et ce qui est très compliqué, parce qu'à la fois vous avez cette énergie et il faut cette prise de recul. Donc l'entrepreneur, il doit garder à l'esprit qu'en fait, ce qu'il a dans la tête au départ, c'est une croyance. Et que petit à petit, s'il fait bien le boulot, s'il se pose les bonnes questions produits, marché, business model, équipe, il doit accumuler des éléments de preuve que son idée, elle n'est pas si farfelue que ça. On me pose souvent la question de « Ah, mais monsieur Gallouin, monter une boîte, très bien, mais qu'est-ce qui se passe si je me plante et que je retourne voir un DRH pour me faire embaucher? Sur mon CV, ça va faire pas très propre. » Eh bien, ça dépend. Si vous êtes resté 1 an à travailler sur un projet et qu'en effet, il ne s'est rien passé sur le projet, donc vous n'avez pas avancé sur le produit, sur le marché, sur le business model, vous n'avez accumulé aucun élément tangible, alors oui, vous êtes mauvais et oui, il faut vous poser des questions pour un jour trouver du boulot. Mais ce n'est pas parce que vous aurez planté votre projet, c'est parce que vous y serez pris de très mauvaise façon. Et moi, en tant que, à ce moment-là, employeur, je me dis, mais comment je vois quelqu'un qui a bossé sur un projet, qui est resté dans une espèce de fantasme pendant 1 an sans réagir, sans se rendre compte qu'il ne se passait rien, qu'il pédalait dans la semoule. Très inquiétant sur les capacités de la personne. Hein. En revanche, si Jérôme se plante, parce que ce n'est pas encore garanti que sa boîte va marcher, sur le business model, on ne sait pas encore. Et bien là, il peut quand même dire pendant 2 ans, j'ai été capable de mettre au point un produit, de trouver un premier marché, de trouver un marché de masse, de faire de la communication, d'être lauréat de plein de concours, d'avoir des retours presse absolument fantastiques, d'avoir des clients, de faire du chiffre d'affaires, d'embaucher des gens, de licencier des gens. Et là, on se dit, ah oui, ce gars-là, manifestement, il sait délivrer des choses.
D'accord, son truc s'est planté, mais le nombre de projets, rassurez-vous, dans les grands groupes qui se plantent, ne compte plus. Hein, parce que quand on lance quelque chose de nouveau, par définition, on ne sait pas si ça va marcher. Donc là, oui, l'employeur peut dire, oui, je vois que c'est un garçon qui sait faire les choses. Donc, croyance, on accumule des faits et puis on augmente son niveau de croyance. Il reste encore à nous prouver, Jérôme, qu'il fera 3 millions un jour. Hein. Il ne les fera pas dans 3 ans, manifestement, mais il les fera peut-être un jour. Et ça, ce petit dessin pour montrer qu'on augmente justement son niveau de crédibilité en passant par des transformations de son projet, ce qu'on appelle les pivots. Au départ, il pense qu'il va vendre des kits à des bobos écolos qui mettent en œuvre, qui recyclent du marc de café. Puis ensuite, il se dit, mais ce n'est plus tout à fait les bobos écolos mes clients. Puis après, il se dit, c'est de la sciure de bois. Et on voit bien que son projet se déforme. Et ayons pas peur de le dire, de temps en temps, certains projets s'arrêtent parce que quand on se rend compte d'un obstacle, on ne sait pas quel pivot on va pouvoir faire. Hein, donc, toutes les créations d'entreprise ne se terminent pas par un succès. Alors, je vois l'heure qui tourne. Et je voudrais qu'on se donne quand même un petit peu de temps si vous avez des questions. Étape de financement, comment ça se finance? Parce que Jérôme, il n'est pas riche. Hein. On ne va pas rentrer beaucoup dans les détails, j'ai 2 slides là-dessus. Mais globalement, au début, personne ne vous finance. Comme ça, c'est plus simple. Imaginez pas que parce que vous avez un joli minois et que votre idée, vous la trouvez géniale, vous la trouvez géniale. Il y a des gens qui, même question que tout à l'heure pour Jérôme Devouge, il n'est pas désagréable ce garçon, hein, physiquement, il est sympa, il est intelligent, il a une idée, est-ce qu'on le finance? Non. Voilà. Les seuls qui vous financent à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le love money, ça porte bien son nom. Hein. Donc c'est des gens qui vous aiment vous, c'est vos parents, c'est vos frères, c'est vos amis. Ils ne croient pas en votre projet en réalité, mais ils disent, bon, tu veux monter une boîte, ouais, bon, j'aurais préféré que tu bosses chez Michelin, mais... Allez, tu veux 10 000 €, allez, je te file, je te les prête, on s'arrangera. Et d'ailleurs, le lover, quand il met de l'argent comme ça dans une boîte, il faut qu'il l'oublie instantanément, son argent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il imagine qu'il va le récupérer un jour. Ça arrivera peut-être. Voilà. Et puis, les gens qui vous aident ici aussi, c'est la puissance publique. Parce qu'en France, ça c'est plutôt très sympa. Il y a des quantités d'aides, de financement, avec la BPI, avec des prêts d'honneur, avec des incubateurs qui vont vous aider financièrement. Et si vous avez un projet un peu innovant, vous pourrez avoir, sans contrepartie de votre capital, la possibilité d'accéder à 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 €. C'est colossal, hein? Tous les ans, on a des projets dans le Master Central ESSEC Entrepreneur qui, comme ça, arrivent à trouver du financement dans ces ordres de grandeur pour lancer des boîtes, encore une fois, plutôt des boîtes innovantes technologiques. Première étape. On parle aussi des 3 F ici. Friends, Family and Fools. Voilà. Ensuite, mais simplement ensuite, quand on est à l'étape septembre 2013, 1 an après pour Jérôme, où on commence à avoir des marques d'intérêt marché, donc un premier retour marché, où on commence, et on a forcément un produit, puisqu'on a des marques d'intérêt marché. Là, les business angels peuvent s'intéresser à votre affaire. Et on le voyait bien tout à l'heure, hein, c'est, voilà, je vais faire des kits, oui, ben les voilà mes kits, et puis j'ai commencé à aller sur Internet, j'ai un réseau spécialisé qui m'a référencé. Là, on commence à se dire, ça vaut peut-être le coup de mettre 5 000 ou 10 000. Donc, des business angels peuvent le faire à ce moment-là. Et quand on a ce qu'on appelle une traction, c'est-à-dire qu'on peut montrer qu'on est déjà dans du repeat business, à ce moment-là, les investisseurs, venture capitalistes peuvent intervenir. Alors, de nouveau, ce n'est pas une science exacte. Parfois, un investisseur va aller financer une boîte un peu plus tôt et parfois un business angel, il tombe amoureux du produit ou du concept ou du porteur ou de la porteur de projet et il met de l'argent, mais enfin, ce n'est plus vraiment du business angel et il va aller financer un peu plus haut. Donc, c'est comme ça que vous voyez apparaître des petites boîtes qui sortent de nulle part, Blablacar. Vous connaissez tous Blablacar, je suppose. Au départ, il n'a pas un centime. Et petit à petit, en passant les bonnes étapes, il trouve les bons relais de financement. Et le dernier, c'est une levée de 100 millions
qu'il a là franchement les moyens pour développer son affaire hein, maintenant. Voilà, et on se dit, ben oui, ce n'était pas effectivement une grosse boîte, et malgré tout, elle a su trouver petit à petit les moyens de son financement et de son développement. Voilà, ça c'est à peu près les montants que vous pourrez trouver dans ces différentes phases. Là, on n'a pas besoin de donner une part de son capital. À partir du moment où les business angels ou les venture capitalistes rentrent, là, vous allez donner en échange du financement des parts de votre capital. Alors, petite conclusion, voilà quelques exemples. Amaury, ça fait 3 ou 4 ans qu'il était chez nous, qui a développé une entreprise qui se développe pas mal hein, sur du mobilier. Vincent Tiberville, Axonea, une entreprise de logiciels qui s'adresse à des ophtalmos spécialistes de la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et c'est des logiciels de suivi de patients. Belle boîte avec un très beau client Novartis déjà, qui fonctionne très bien. Pierre-François, il est là avec son associé. Ils sont maintenant aux États-Unis, ces deux-là, dans la Silicon Valley. Ils ont lancé Talent Today il y a quelques années. C'est un système sur Internet qui vous permet de mieux vous connaître en tant que jeune. Donc ça vous fait un espèce de profil psychologique. Et ensuite, vous le matchez avec le profil idéal de certains métiers, pour certains métiers. Donc ça vous permet de voir, je veux être trader, est-ce que je corresponds au profil? Je veux être marchand de fruits et légumes, est-ce que je corresponds au profil? Je veux être je ne sais pas quoi. Ils ont 3 millions d'utilisateurs, ils ont levé une première fois 700 000, puis une deuxième fois 900 000 euros, donc ça se développe très bien. Les deux gourmands, Louis Bataille, c'est celui qui est là, avec son associé. Alors eux, ils ont décidé de lancer une marque agroalimentaire. Bonjour. Pas de problème. Une marque agroalimentaire qui met en avant le terroir francilien. Et ils ont commencé par des biscuits. Ils sont référencés maintenant par plein de distributeurs. C'est une très très jolie boîte. Et eux ont mis la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Hein. Ils fabriquent. Ils sont vraiment très très marrants, très très belle boîte. Aurélien qui est là, il a lancé une marque de montre à gousset, Fob, en jouant un peu sur le truc vintage, enfin la tendance vintage. Théophane, l'année dernière, a lancé la compagnie d'essence, c'est de la distribution d'huile essentielle. Très jolie aventure aujourd'hui, pas mal de clients, il commence à faire pas mal de chiffre d'affaires. Il veut accélérer, il vient de lever 600 000 euros auprès de Business Angel. Donc des belles boîtes, c'en est quelques-unes. Hein. On a à peu près la moitié, on va dire, d'une promo quand on regarde les anciens, qui sont maintenant soit patrons de leur boîte, soit associés dans des boîtes qu'ils ont rejoints pendant la formation. Et du coup, quelques petites morales. La première, c'est extrêmement important. C'est très important de penser à sa mère, évidemment, à son père aussi, accessoirement, ça me ferait plaisir, mais de temps en temps, mes enfants pensent à moi. Mais s'ils sont entrepreneurs, je préfère qu'ils pensent à leur trésor qu'à moi, franchement. Parce que c'est le nerf de la guerre. Donc ça, première morale. Deuxième morale, la création d'entreprise, c'est 5% d'idées, 95% d'exécution. Le quoi, d'accord, mais c'est le comment. Et puis vas-y mon gars, essaye, fais-le. Arrête de rêver, définis-toi un objectif, lance-toi. On parle de Lean Startup aussi, hein, donc c'est plutôt effectuation plutôt que planification. On peut rester des heures, on peut rester des jours à se dire « ah, je pourrais faire ci et je pourrais faire ça ». En rêve, on peut faire ce qu'on veut, on peut voler si on veut, on peut marcher sur Mars. Hein, en rêve, c'est extraordinaire. Bon, ben, l'entrepreneuriat, c'est tout sauf du rêve. C'est oui, on dit un peu la tête dans les étoiles, les pieds dans la glaise. Hein. C'est beaucoup les pieds dans la glaise. C'est aussi donner à voir plus que donner à croire. C'est quand je me lance dans un projet, je dois aller à la recherche de faits tangibles qui renforcent l'hypothèse que j'ai faite. Au départ, ce n'est qu'une hypothèse, un projet. Et maintenant, comment je vérifie cette hypothèse? Et de nouveau, la question, c'est plus dans le comment que dans le quoi. On me dit souvent, mais je n'ai pas d'idée pour créer une boîte. Il n'y a pas forcément besoin d'idées géniales. Hein. Les boulangeries Paul, c'est une magnifique entreprise
Il y a un concept, hein, si on veut. Enfin, ils font du pain. Franchement, le pain, ça fait un moment qu'on sait en faire. Hein. Bon. Alors, il y a un concept, mais il y a une exécution qui est parfaite. Voilà. Mais on est dans l'exécution dans la création d'entreprise. Et le truc qui est quand même sympa, c'est qu'on se marre bien. D'ailleurs, il suffit de voir hein, les visages. Alors, vous allez me dire, c'est des photos. Hein. On se marre bien. C'est un peu les montagnes russes. Hein. C'est-à-dire qu'on a des périodes de franche dégringolade du moral. Hein. Vous imaginez Jérôme ce qu'il a pu vivre. Et puis, il y a des moments, c'est quand même génial, quand on voit son produit qui est sa première fois, ça y est, ça fonctionne. Quand on voit des clients qui vous disent « Ah, c'était super », quand on voit qu'il y a des clients qui rachètent et on se dit bah, « C'est moi qui ai fait ça ». Donc ça, c'est quand même extraordinaire. On peut s'organiser comme on veut, on peut organiser en interne l'entreprise comme on veut, on peut innover. Donc, c'est absolument génial pour ceux qui veulent se lancer. C'est vraiment très rigolo. Dernière recommandation que j'aurais pu mettre, c'est, dans la mesure du possible, ne partez pas seul sur une première création. Parce que c'est tellement justement ça, que c'est bien quand on est deux, parce qu'on peut se prendre dans les bras de temps en temps, à la fois pour soutenir le moral, quand il y en a un qui est vraiment 36e dessous et l'autre qui l'est un peu moins, et à la fois partager des moments sympas. Est-ce que vous avez des questions ? Si, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Parce que surtout, ça permet de valider le projet aussi. Absolument. C'est double effet qui se coule, qui interviendrait, on va dire, à peu près dans ces eaux-là, le crowdfunding. Oui, bien sûr. Le crowdfunding, on peut l'utiliser de deux façons d'ailleurs, hein, sur son produit, pour finalement pré-vendre un produit qu'on va fabriquer avec l'argent des gens qui auront précommandé. Et on peut également l'utiliser pour faire une augmentation de capital, donc sur l'entreprise elle-même. Mais oui, oui, c'est bien sûr. Bonne remarque. Oui. Mais je vais vous dire que en faisant ce slide, je me disais, mais c'est quand même dingue, il n'y a que des mecs. Alors, on a en ce moment, dans la promo actuelle, Pauline Le Maléphant, ouais, qui vient d'une formation communication et qui a monté une boîte. Alors, ce n'est pas encore gagné, hein, donc on ne sait pas ce que ça donnera dans 1 an ou 2. Elle est en cours. On en a très peu. En France, je crois que c'est 15 ou 20% l'entrepreneuriat féminin. Il faudrait qu'il y en ait plus. Et le fait est que dans les promos du master, je crois qu'on doit être à 20% de filles. C'est pas énorme. Ouais. C'est à travailler. Oui. Les entreprises là, que vous avez créées ou qui sont en train de se créer, c'est quoi comme secteur qui domine? Ben, ah oui. Non. Alors, le lien avec l'école centrale n'implique pas du tout que les entreprises que l'on accompagne soient les entreprises techno. Le lien avec Centrale, il est intéressant parce qu'on a, là aussi je vais faire des caricatures, hein, mais on a deux regards un peu différents sur la création d'entreprise quand on est avec une culture ingénieur ou avec une culture management. Culture ingénieur, on pense d'abord au produit et ensuite la boîte autour. Culture management, je caricature, hein, on pense d'abord entreprise et un ou des produits à l'intérieur. Et c'est intéressant du coup de mélanger ces deux points de vue dans la formation. Mais en revanche, bah, vous le voyez, hein, Théophane, c'est de la distribution aujourd'hui. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut faire des choses un peu complexes, ne serait-ce que dans le référencement sur Internet. Voilà. Mais c'est de la distribution. Nos amis des Deux Gourmands, Louis, c'est très traditionnel comme industrie. Oui. Eh oui, 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 bien sûr. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, non. Pas de
pas de structure qui soit sur ce modèle-là. En revanche, Camille, qui est une élève de la promo de l'année dernière, est aujourd'hui la patronne de l'incubateur Anthropia de l'ESSEC. Parce qu'elle, son alternance, elle a fait l'EMS. Son alternance, elle l'a fait dans cet incubateur, parce qu'un incubateur, c'est aussi une entité économique, même si c'est un incubateur d'entreprise solidaire et sociale. Et elle a justement travaillé sur la redéfinition de cette structure. On a trouvé que c'était enfin, les gens de l'ESSEC ont trouvé que c'était très bien. On lui a dit tiens, bah, écoute, si tu veux t'en occuper, vas-y, continue. Voilà. Mais pour l'instant, non, on n'a pas eu ça. Ou plus exactement, on a eu quelques projets. Par exemple, c'était Caroline Matt l'année dernière qui travaillait sur un projet d'un flacon, d'un dispositif qui permet de retraiter de l'eau. Il y a plein de systèmes de retraitement d'eau, évidemment, et à faible énergie, enfin avec plein de caractéristiques. Mais ce projet, finalement, n'a pas abouti. C'est-à-dire que c'était une fausse bonne idée. Ah oui, oui, il peut y avoir des projets, mais je n'ai pas pour le moment de boîtes qui sont sorties avec quelque chose qui fonctionne économiquement. Oui. Vous accompagnez les startups qui veulent se développer à l'étranger? Voilà, par exemple. Eux, enfin, c'est parce qu'ils ont fait une levée de fonds sur les États-Unis, mais si le plan est à la base de se développer à l'étranger. Ah, oui, avec un petit bémol quand même, c'est que si on veut se lancer à l'étranger, en fait, idéalement, il faudrait être à l'étranger. Ben, pratiquement. Et venir de temps en temps en avion, vous imaginez le coût, suivre la formation. Parce que, de nouveau, la création d'entreprise, c'est de l'effectuation. Donc si vous dites, moi, je veux créer quelque chose, je ne sais pas, en Chine, à Singapour, le marché est là-bas, les gens avec qui vous devez interagir sont là-bas, il faut que vous ayez une présence très forte là-bas. Peut-être pas permanente, mais enfin très forte. Et ça, en général, ça peut être un frein. Mais en revanche, on peut créer une boîte en pensant l'international tout de suite. C'était le cas de nos deux amis. Et du coup, on travaille quand même d'abord localement son idée, son projet, son concept. On accumule un certain nombre de faits tangibles qui montrent qu'on est dans la bonne direction. Et assez rapidement, on va tâter le terrain sur d'autres marchés. Et dès qu'on commence à être un peu solide ici, hop, on peut se mettre une antenne dans un pays. Alors eux, ils ont fait le choix de garder une partie de l'équipe ici, mais tous les deux, les patrons, de partir là-bas. Ils auraient pu décider de se séparer. Voilà. Oui. Est-ce que c'est obligatoire de faire ce master C quand on a une idée d'une boîte? Est-ce que ça ne vaut pas plus le coup quand même? Ouais, mais ouais, j'entends bien. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut attendre d'avoir une idée? Oui, mais encore une fois, une idée, c'est 5% de la question. Moi, j'ai vu, alors ce n'était pas dans le master Centrale ESSEC Entrepreneur, mais c'était à Centrale, c'est la même chose. Hein. Des jeunes qui partent en me disant on veut monter une boîte dans le développement durable. C'est Nasqueo, la boîte en question. Mais on n'a pas d'idée. Ils ont été à l'INRA, ils ont été voir dans les étagères des brevets de l'INRA s'ils ne pouvaient pas avoir un brevet un peu sympa qu'ils exploiteraient. Ils ont fait un deal avec l'INRA, ils ont monté Nasqueo, qui est une boîte qui est une très jolie PME aujourd'hui. L'idée, c'est marrant parce qu'on associe souvent la création d'entreprise à une espèce d'étincelle qu'on aurait à un moment donné d'une idée géniale. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Ça peut arriver, mais on peut avoir la volonté de créer avant d'avoir l'idée. Autre exemple, à Dopal, 3 jeunes aussi, Centrale, qui nous disent on veut monter une boîte de conseil dans le monde hospitalier. Ils ont 20 ans à ce moment-là. Ils ne connaissent pas le conseil et ils ne connaissent pas le monde hospitalier. Ils ont appris en marchant. Ils sont une quinzaine aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'ils ont créé cette boîte.
Ils sont super contents. Voilà. Un autre exemple, un ESSEC qui a monté une entreprise de couverture, couvreur, à Paris. 11 personnes. Et lui est absolument ravi parce que, alors d'abord, sa boîte marche, métier on ne peut plus traditionnel, auquel il ne connaît rien. Il n'a pas été formé du tout comme un couvreur, hein. Mais en revanche, sur lequel il a mis en place justement des modalités de management assez innovantes. Donc une relation avec ses équipes, il donne énormément d'autonomie, il a une approche très particulière du management. Voilà, donc son innovation, elle est dans son organisation, mais sur un métier qui est on ne peut plus traditionnel. Il faut faire attention parce qu'on peut l'attendre longtemps, l'idée géniale. Et d'autant que ce qu'on voit, et alors là c'est partout, à Centrale, à l'ESSEC, au Master, etc., c'est des gens qui arrivent dans le programme en septembre avec une idée, et en octobre qui nous disent, parce qu'ils sont passés à la phase effectuation, finalement c'est une fausse bonne idée, qui rebondissent sur une deuxième, et qui viennent 2 mois après, finalement c'est une fausse bonne idée, qui rebondissent sur une troisième. C'est ça en fait qui se passe souvent, hein. Et ça paraît bizarre, hein, parce qu'on se dit, mais non, mon idée est géniale, donc ça va marcher. Forcément, on se dit ça, sinon on ne se lancerait pas. Donc on a à chaque fois, c'est comme quand on est amoureux, quoi, hein. Waouh, c'est génial, c'est l'aventure du siècle. Ça y est, c'est le garçon avec qui je vais faire ma vie. Et puis, ben, enfin voilà, finalement, ça ne s'avère pas aussi rose que ce qui était prévu au programme. Bon, et puis à un moment, ça peut arriver. Oui. Voilà, exactement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, évidemment, les participants ne se connaissent pas, donc on ne parle pas beaucoup d'associations. Mais au bout de 6 mois, on est en plein dedans, là, en ce moment, en février. Il y en a pas mal qui ont fait 1 ou 2 rebonds, qui commencent à se rendre compte que finalement, ce n'est pas aussi simple que de claquer dans les doigts. Ils se rendent compte que c'est dur, même psychologiquement parfois. Donc, ils sont déjà beaucoup plus enclins à bosser avec d'autres. Et ils se rendent compte aussi que finalement, l'idée, parce qu'on voit en ce moment, hein, dans le master en ce moment, il y a des idées, ce n'est pas forcément révolutionnaire, de la distribution et qui a l'air pourtant d'être assez prometteur de fruits secs. Bon, un concept assez sympa sur ce truc-là. Une chemise qui va travailler votre posture. Vous avez vu peut-être ça, entreprise Perco. Ils avancent très bien. Bah, on se rend compte que finalement, l'idée, c'est peut-être pas si grave que ça. Et là, les associations commencent à se former. Et du coup, en effet, on se dit, tiens, est-ce que tu n'aurais pas besoin que je vienne bosser avec toi sur ton projet? Bah oui, c'est vrai, ça me rendrait bien service. Et hop, on voit des associations se former. Plutôt dans cette période. Je ne sais pas jusqu'à quand on a l'amphi. Sinon, est-ce qu'il vous reste des questions? Vous avez peut-être d'autres choses à faire aussi. Donc, alors, ah oui, une question. Ah oui. Oui, on a vraiment eu des projets à très forte intensité capitalistique et des projets beaucoup plus rapides à mettre en œuvre. Je pense à Adionix, par exemple, qui est un système de désalinisation très très lourd, et puis des projets de distribution comme Théophane, extrêmement légers. Oui. Ah oui. Ce qu'on fait en fait dans le programme, c'est qu'on fait du coaching. Donc en gros, tous les mois, la promo se répartit en petits groupes et vous allez, par groupe de 6, voir un coach
qui est un entrepreneur, souvent un entrepreneur récidiviste, qui a 40, 50 ans, pas mal d'expérience, et qui vous accompagne sur vos projets. Et en dehors de ces périodes qui sont dans l'emploi du temps, calées pour toute l'année, vous pouvez contacter votre coach quand vous voulez, par mail, par téléphone, le voir, etc. Donc oui, vous êtes accompagné dans la mise en œuvre. Bon, si pas d'autres questions, on les prendra tout à l'heure du coup. Bon après-midi et puis à bientôt.